coup, l'enfant de Chucky. Oui, effectivement, comme on parlait en off, et pendant le générique, vous avez peut-être entendu Sophie hurler l'enfant de Chucky, puisqu'effectivement, je disais, c'est Chucky 3, ou c'est qui s'appelle le fils de Chucky. Effectivement, bon, sans vous spoiler, bon, en fait, en vous spoilant totalement, ce n'est pas un fils, c'est une fille. Et du coup, c'est l'enfant de Chucky qui est plus... Et regardez les Chucky, c'est super... vraiment, c'est super drôle, et même le premier, je trouve bien, moi, il me fait rire. Enfin bref. Bonjour à tout le monde. On va vraiment pas parler d'horreur cette semaine. Mais pourtant, on a ramené Sophie, mais qui va nous parler de trucs feel good et cool. Ça va, Sophie? Ça va. Est-ce que t'aimes bien quand les gens tapent sur des dinosaures et des nazis? Alors, sur les nazis, je trouve ça business as usual. Par contre, sur les dinosaures, est-ce qu'il y a du consentement? Est-ce que le dinosaure est d'accord pour qu'on lui tape dessus? Ah, je sais pas. On en fait tout le temps des méchants, alors que, excusez-moi, c'était là les premiers. Hein. Qu'est-ce qu'on les C'est emmerde, vrai, ces pauvres dinosaures. Voilà. Le moment dans le comics où il commence à dire ah ouais, on va leur mettre des roquettes, je vais dire oh, s'il vous plaît, mettez des roquettes aux dinosaures, ça va être trop bien. Je voulais voir ça. Et je te parie que par contre, s'ils font ça, les dinosaures se barrent parce que quelle idée de merde de les emmener à Los Angeles. Déjà, n'importe qui de sain d'esprit voit Los Angeles, il se barre, tu vois. Ah mais moi je voulais voir des vélociraptors des petites futées avec un jetpack, mais c'est trop bien. En vrai, ils n'ont pas choisi les bons dinos, tu vois. Moi je pense que tu vois les petits là dans Jurassic Park là qui font. Ah ceux qui font comme ça, ouais. Les tout petits là qui niquent le. En plus t'as besoin de petites fusées, donc ça va. Tu leur mets une petite fusée, eux. En plus ils ont l'air tout mignons, tu vois. Tu te méfies pas. Là. Les pires, c'est dans le 2, les tout petits qui bouffent la gamine, là. Je sais pas si tu te souviens. Et bonjour à Spades, qui a connu les dinosaures, lui. Oui, connu personnellement. D'ailleurs, s'ils ont disparu, c'est grâce à moi. Ah, parce que tu leur as donné des jetpacks et ils savaient pas les utiliser. Et ils avaient des trop petites mains pour tenir les J'ai joué au tennis avec un pote, ça a détruit les dinosaures. Ceux qui connaissent Prince of Tennis comprendront. Ah oui, c'est vrai. Il y a un truc, j'ai la ref. Enfin, j'ai pas vu, mais j'ai vu une vidéo qui en parlait. Cette semaine, on va parler de Rocketeer. Oui, on vous a déjà parlé de Rocketeer, mais on a toujours envie de vous parler de Dave Stevens et de son héros qui est trop bien. La dernière fois, vous avez parlé d'une anthologie qui faisait hommage au personnage avec plein de petites histoires. Et là, on vous parle d'une série dont Space avait parlé, en plus, je crois, dans l'émission. Oui, tout à fait. De Mark Waid et de Chris Samney, qui s'appelle Rocketeer, la cargaison maudite, où, effectivement, comme on le disait, Rocketeer se bat contre eux. Bon, il n'y a pas des vrais nazis, enfin, on voit personne habillé comme un nazi, même s'il y a des méchants, mais il y a des dinosaures, et c'est trop cool. Et avant ça, on va faire les recommandations de la semaine. Je vais commencer. Moi, je me suis retrouvé sur le Nintendo Shop cette semaine, et je me suis dit tiens, je m'achèterais bien un jeu bien wholesome. Bien wholesome pour les gens qui ne sauraient pas, ça veut dire chill, qui vous fait du bien, où vous passez, vous faites des petites sessions et puis genre un truc où vous faites des jardins ou à la Star du Valais ou ce genre de choses. Donc chercher un jeu comme ça, et je me suis retrouvé à télécharger Darkest Dungeon 2. Mais pourquoi j'ai fait ça? Mais quelle idée d'avoir fait ça! C'était le pire idée du monde, puisque c'est un jeu ultra difficile. En plus, j'avais déjà joué au premier. J'étais pas allé très loin dans le premier, pour être sincère avec vous. Et le 2 est encore plus compliqué, avec encore plus de détails à retenir, puisqu'il y a une caravane à gérer. En gros, on vous envoie, vous choisissez une paire de héros.
vous partez avec une caravane et vous devez aller vous battre contre des démons dans des combats en tour par tour avec une DA, mais une DA de gueudin. Elle est trop belle cette DA. Du coup, elle va peut-être pas plaire à Space parce que moi, elle me fait beaucoup penser à du Mac Mignola. Je sais qu'il est pas fan de Mac Mignola. Est-ce que j'aime bien la DA de Darkest Dungeon? Sans plus. Vraiment, c'est un jeu que j'ai fait le premier à l'époque et j'en garde peu de souvenirs en fait. Ah ouais, c'est marrant. Bon, moi, si vous aimez bien les RPG et les RPG durs, un peu à la, moi, ça me fait penser à, bon, non, sans le côté tactique où faut poser vos personnages, mais merde, il s'appelle comment ce RPG de Nintendo où quand tu perds un personnage, c'est mort, tu le revois plus jamais. Ah putain, j'ai plus le nom en tête. Bon, c'est pas grave, ça me reviendra plus tard. Enfin bref. C'était cool. Je sais pas si jouerai beaucoup, mais ça m'a fait du bien. Et en même temps, je fais une double reco. Je l'ai pas encore fini, mais j'ai commencé à écouter en livre audio Nous de Christelle Dabos, et vraiment c'est trop bien. J'avais adoré La Passe Miroir. Vraiment, c'est une de mes séries de bouquins favorites. Je trouve son univers génial. Et là, elle a fait Nous. Et Nous, je pense que ça plairait Sophie. Il y a pas de romance comme il peut y en avoir dans La Passe Miroir. On est dans un univers où tout le monde a un instinct précis. Donc, quand tu nais, t'as un instinct. Donc, ça veut dire que soit tu es protecteur et t'as une portée spécifique. Donc, par exemple, si tu es réparateur et tu as une portée de, disons, 1 kilomètre, s'il y a quelque chose de cassé à 1 kilomètre autour de toi, ton instinct va te pousser à aller réparer la chose qui est autour de toi. Mais tout le monde ne naît pas avec le même instinct, puisque tu peux avoir, par exemple, l'instinct de bouffer des cafards, parce qu'il faut se débarrasser des cafards, l'instinct d'ouvrir et de fermer les portes. Attends. D'où il faut se débarrasser des cafards. Les cafards sont utiles. C'est pas parce que nous, on juge qu'ils sont nuisibles qu'ils sont inutiles. Bon, il y a une personne dont l'instinct, c'est de bouffer des cafards. Il y a des personnes qui s'appelle Renfield, c'est ça? Non, il ne s'appelle pas Renfield. C'est une petite gamine, malheureusement pour elle. Il y a des personnages qui ont l'instinct de hôte. Donc ils tiennent des barres et en fait ils sont obligés de, tant quelqu'un qui est chez eux, ils doivent être accueillants avec eux et leur servir à boire et ce genre de choses. Et du coup, en fait, c'est un monde de personnes qui ont des tocs. Ouais, c'est un peu ça en vrai. C'est un peu ça. Et, elle vit dans un monde de monks. Et du coup, en fait, il y a une espèce de hiérarchie. Plus vous sauvez de vie, plus vous montez dans une espèce de hiérarchie. Il y a un personnage, donc lui qui est protecteur, et quand tu as sauvé 10 vies, tu deviens saint, je crois. Et lui, 11 vies. Et lui, il en a sauvé 10, et sauf que il est au départ, il est dans le truc des protecteurs, mais dans le truc des pompiers. Et comme il n'arrive pas à bosser en équipe, il est un peu rétrogradé. Et au final, on l'a foutu à la circulation. Et du coup, sauver des vies à la circulation, c'est un peu compliqué. Donc, il essaie un peu de trouver un moyen de sauver cette 11e vie puisqu'il est encore en cours. Et quand tu passes ta majorité et que tu as réussi à avoir ces 11 vies de sauver, tu as accès à des meilleurs postes. Et il va découvrir qu'il y a des gens qui disparaissent. Et il y a toute une enquête qui va se lancer. Et il y a un autre personnage qui, elle, a un instinct ou n'a pas d'instinct, on ne sait pas, on le découvre au fur et à mesure. Et vraiment, c'est super intéressant. L'univers est super bien foutu. Et Christelle Dabos, elle écrit vraiment trop bien. Ça coule de source, j'ai l'impression. Tu lis le truc
enfin, et en plus, ce qui est vraiment cool, pour une fois, en audiobook en France, d'habitude, il y a une personne qui fait qui fait toutes les voix. Et des fois, t'as comment il s'appelle? Il s'appelle comment déjà Spades, le mec qui fait les trucs pour Hardigan, qui a une voix vraiment super grave. Nicolas Planchet. Ouais, voilà. Et des fois, il se retrouve à faire des voix de petite fille. il a une voix super grave, du coup, ça fait un peu bizarre. Là, ils ont pris, franchement, il y a combien d'acteurs? Je crois qu'il y a 9 acteurs différents. Donc vraiment, c'est bien foutu. La direction artistique, elle est vraiment cool. Donc, si vous avez l'occasion de le lire en livre audio, lisez-le en livre audio. Ça vaut le coup. Voilà. Sophie, est-ce que tu as une recommandation à nous partager? Ouais, en fait, j'en aurais peut-être même deux. Je vais commencer avec la première parce que ça me titille quand même. Vu qu'on a parlé de 28 jours plus tard et 28 semaines plus tard, j'étais au cinéma voir 28 ans plus tard. Et ouais, je l'ai vu samedi. C'est bien ou ça vaut pas? Quand c'était canicule, je me suis dit go cinéma, frère. Et franchement, ouais, il est cool. Il est très cool. Ah, cool. Alors, je préviens tout de suite, c'est pas un standalone. Il y a une suite de prévu. Et du coup, ça ne finit pas avec genre une conclusion propre. Ça relance un nouveau truc. Moi, ça m'a donné l'impression de regarder un épisode d'une série, dans le sens où tu sens que chaque film risque d'avoir un peu son intrigue, quoi. Maintenant, je trouve que, d'autant qu'il développe tout un univers, c'est-à-dire que les infectés ont évolué et tu as vraiment l'impression d'avoir, enfin Steve m'a dit, ça me donne l'impression d'avoir un bestiaire que tu as dans des jeux de zombies ou d'infectés, avec à peu près les mêmes typologies de monstres. Et c'est vrai qu'il y a toute une gamme de monstres où tu fais, ouais, ça fait très jeu vidéo, très... voilà. Mais je trouve intéressant, j'ai trouvé que les personnages n'étaient pas tout lisse, c'est-à-dire que on te présente un personnage et comme le personnage principal le voit, le perçoit, et il est jeune, du coup, il est un peu naïf, du coup, la première vision, il est un peu idéaliste, et puis au fur et à mesure, tu vois que, au final, il n'y a pas de... Enfin, il faut se méfier des apparences, et c'est pas le premier regard que tu peux juger les gens. Et du coup, il va voir différents personnages, etc., qui sont, voilà, avec du relief et qui sont ni tout blanc ni tout noir, en fait. Où tu te dis, en fait, tel personnage, il peut être cool dans telle situation, mais dans telle autre, il va te foutre dans une merde incommensurable. Voilà. Et notamment, il y a la relation père-fils qui est étudiée, la relation avec la mère. J'ai eu l'impression que ça disait quelque chose aussi un peu de cette société actuelle où on a d'un côté les masculinistes et d'un côté les femmes qui essayent de faire entendre Au revoir. voix. Et vraiment, j'ai l'impression qu'il disait quelque chose de ça. Après, je sais pas si le film, on pourrait le qualifier vraiment de féministe, mais en tout cas, il y a quelque chose qui est dit là-dessus. Surtout qu'en Angleterre, je fais comprendre qu'ils avaient des gros soucis avec les masculinistes. Donc, ils ont des ados qui attaquent des jeunes filles au collège, à l'école, etc. Donc, adolescents en parlent. Donc voilà. En tout cas, ils disent quelque chose du sujet. Je ne sais pas développer plus parce que je veux pas vous spoiler, mais je parle de 28 ans plus tard, XP. Donc la suite de 28 jours plus tard. Et voilà, le film est vraiment assez intéressant, surprenant, et les personnages sont attachants. Voilà. Donc, et c'est un peu je trouve que le fait de finir sur un espèce de cliffhanger où tu sais pas trop comment se finit, comment va continuer les personnages, ça y était déjà dans le premier, et ça y est aussi dans le second. Le fait d'avoir des personnages avec une moralité à double sens, c'est un truc qui revient dans le premier, dans l'autre aussi. J'ai l'impression que c'est un truc qui revient un peu dans cette série de films. Ouais. Moi, je l'ai pas vu encore. C'est marrant, j'ai eu des mauvais retours, moi. Il y a du coup Titou Peinture, pour ceux qui écoutaient le podcast avant, qui m'en a parlé, qui m'a dit que c'était pas terrible d'après lui.
Mais je verrai Après, bien. le film te prend un peu à revers sur ce que tu pourras avoir comme attente sur le développement de la thématique, quoi. D'accord. C'est-à-dire que la bande-annonce te vendait un peu un truc père-fils et c'est pas ça, en fait. Ah, j'ai pas regardé les bandes annonces, je voulais vraiment pas spoiler. J'ai bien de Euh, regarder les bandes annonces en fait. J'ai vu Et en qu'il y avait fait, celle du Nolan qui était sortie là, et je vais tout faire pour pas la voir parce que je veux avoir la surprise au plus possible. en vrai, le film te prend à rebours sur tes attentes. Il a un côté hyper expérimental sur certains aspects, c'est-à-dire qu'à des Ouais. moments, il va y avoir des images d'archives qui vont venir, etc. Et pour moi, ça m'a donné l'impression de regarder un film d'auteur, pas dans le sens français du terme, mais vraiment de quelqu'un qui va expérimenter, qui fait ses trucs, un peu comme quand Lynch avait fait son Inland Empire, quoi. C'est-à-dire que ça suit pas du tout les codes d'un film de genre, quoi. Et ça suit aucun code, en fait, de narration, etc. À part que tu as un début, une fin et qu'il y a une progression d'un personnage, mais qu'il évolue. Mais ça suit pas du tout les codes que tu t'attends à suivre. Voire même, il joue des fois avec les attentes que tu pourras avoir. Genre, il va vers une direction et tu fais « Ah, ça fait penser à tel film ». Et là, il te dit « Eh ben non, c'est pas ce qu'on va parler et c'est pas ce qu'on va faire ». Et vraiment, il te prend à rebours. Et j'avoue qu'au tout début, j'étais un peu en mode « Ah, mais pourquoi on va dans cette direction, etc. » Mais à la fin, je trouve qu'au final, c'est hyper intéressant et ça change, en fait. Ça fait un peu bouffer d'air frais, je pense, dans un cinéma ou même de la pop culture en général que je trouve de plus en plus lissé et codifié. Et je comprends pourquoi, hein, parce que les coûts deviennent de plus en plus importants et qu'il y a une notion de rentabilité, etc., qui rentre en jeu, même dans les petites maisons indépendantes. Mais voilà, du coup, une œuvre qui sort un peu des carcans et qui ose aller dans d'autres directions, c'est intéressant. Et en plus de ça, la bande son est faite par le groupe les Young Father, qui est un groupe... alors, comment les classer? Je crois que c'est un peu du R&B ou fla funk, mais très très expérimental, en fait, surtout expérimental. Ok. Et on les a vus en concert avec Steve à Paris et franchement c'est vraiment c'est assez c'est pas de la musique stone, mais tu te sens un peu stone avec, tellement ça te met dans des états que tu t'y attends pas avec ce type de musique, etc. Et franchement et ils ont une énergie de dingo et je trouve que ça colle parfaitement. Au début c'est un peu surprenant, tu dis ok, ce type de musique avec film de zombies, je m'y attends pas, mais tu t'attends à du vieux, enfin tu t'attends plus à du rock ou du métal, genre de truc. Et franchement, je trouve ça bien. Est-ce qu'on s'attendait à du tragédie sur Ong Bak, qui est un film de baston thaïlandais? Maintenant, est-ce qu'il y a vraiment un genre? C'est vrai. Et est-ce que, moi, il y a un truc, en fait, avec Faye, on a regardé le 1 et le 2 ce week-end, et il y a un truc que j'ai trouvé vraiment intéressant avec le 1, c'est que, en fait, il y a une musique, quand vous pensez à 28 jours plus tard, il y a un thème. Oui. Et en fait, dans le 1, il est qu'une seule fois. On l'entend une seule fois, ce thème. Et à un moment très spécifique, et où vraiment c'est beau. Vraiment, le truc est génial. Sauf que le deuxième te le balance une 45 fois dans la tronche. T'es là, ouais, on a compris. Le thème, il est joli. Ça ne sert à rien de te le rebalancer. Alors que vraiment, moi, j'avais été marqué. Je fais, ah ouais, en fait, cette musique, elle a un vrai sens, en fait. Et je trouve ils ont réussi à le dénaturer dans le deuxième. Vraiment, c'est deux films que j'aimais beaucoup. Et en revoyant le deuxième, je trouve que la réal du deuxième, elle est vraiment aux fraises, quoi. C'est vraiment, il y a des bonnes idées, il y a plein de bonnes idées, mais elles sont mal, elles sont mal calibrées, en fait. Donc c'est dommage. Là, si tu poses la question, s'il y a un thème qui se répète plein de fois, non. Non, Okay. Franchement, au début, il y a la musique de ce groupe-là, qui est particulière, va marquer parce que tu t'attends pas, parce que voilà. Mais au fur et à mesure, et il y a la musique, on a la bande-annonce, la reprise du poème Boots de je ne sais plus qui. Mais je sais pas, j'ai pas vu la bande-annonce, donc je pourrais pas dire. Mais elle est incroyable, ce morceau est incroyable. Okay. Et vraiment, il te met mal à l'aise dès le début, alors que les images sont hyper genre l'Irlande, c'est beau, venir en vacances en Irlande, tu vois. Ah, ça se passe je crois que ça se passe en France. Non, okay. ça se passe en Irlande. Ok, cool.
Donnée importante pour les caractéristiques des personnages qu'on va voir au début. Mais voilà. Je n'en dirai pas plus. Et pour un acteur spécifique, j'ai pas envie de savoir. Oui, je veux pas savoir s'il revient. J'aimerais trop qu'il revienne parce que j'adore Cillian Murphy, vraiment. Vraiment, s'il y a un acteur que je kiffe, c'est Cillian Murphy. Et j'adore, il y a un truc, je sais pas si vous avez déjà vu, c'est Cillian Murphy en press junket. Je sais pas. En fait, il y a des têtes qu'il fait quand on lui pose des questions nulles. Vraiment, il a le visage du vous venez de me poser une question de merde. Et il n'arrive pas t'as vraiment vraiment. Il y a plein de mèmes avec ça, c'est trop bien. Il me fait penser à Faye. Faye, elle a enfin, vous la voyez pas trop en image, mais c'est peut-être que Sophie, elle l'a vu plus. C'est quelqu'un de très expressive et genre quand elle aime pas quelqu'un, c'est moi. Oh non, dis-moi pas qu'on. Bref, quand elle aime pas quelqu'un, on le sent, on le voit de suite. Ça se lit sur son visage et toutes ses émotions se transpassent sur son visage. Elle sait pas cacher ses émotions et c'est un peu la même chose. Enfin bref, je suis parti dans une et du coup j'avais une deuxième reco. Ouais, vas-y. Qui est le documentaire American Murder Gabby Petito sur Netflix. En fait, j'ai découvert ce documentaire via Distorsion qui ont fait un réaction dessus. Et du coup, je me suis dit, je vais aller regarder le documentaire parce qu'ils en disent. J'en ai marre d'entendre parler de Gabrielle Pepito. Ils ont fait 40 millions d'émissions sur elle. Enfin, ce que je trouve intéressant, c'est que le documentaire en montre les images en fait du couple et notamment mais ce qui est le plus marquant, moi je trouve, ce qui est le plus intéressant, c'est pas tant les images qu'ils filmaient, etc., que on a les images, les cams qu'ont les flics. Déjà, je ne sais même pas comment ça se fait qu'ils aient eu toutes ces images-là, parce que je pensais que ça gardait, qu'ils les gardaient pour eux, les flics américains. Mais bref, il y a les cams qui portent. Et en fait, ils ont arrêté le couple parce qu'apparemment, il y avait eu une dispute qui a des témoins. Ils sont engueulés à un moment, ouais. Et le traitement que font les policiers de cette dispute, où en gros, limite, c'est en mode mec, on est trop désolé pour toi que t'es une meuf trop chiante, quoi. Enfin, moi, je l'ai perçu comme ça. Ça, et effectivement, le fait aussi que le documentaire, à la fin, parle du fait que justement, elle a eu enfin, il y a eu un traitement médiatique de ouf et les gens ont réagi de ouf à ça. Enfin, d'un autre côté, le fait que les gens aient manifesté, etc., ont fait que les choses ont peut-être plus bougé que s'ils avaient rien fait. Mais que du coup, ils mettaient en relation avec le fait que tu as plein d'autochtones qui disparaissent aux USA. Et au Canada, et que genre tout le monde s'en bat la race, ou que quand c'est une femme noire que ça arrive, on se pose moins de questions, ou quand c'est une femme pauvre aussi, parce qu'il y a aussi ce paramètre, et que vraiment, effectivement, quand tu vois les images, Gabby Petito, elle est mignonne, elle est jeune, elle est blanche, elle est blonde, enfin, elle coche toutes les cases. Il y a toutes les cases pour qu'on ait envie de un beauty privilege. Mais après, le beauty privilège a aussi un double tranchant qui est que quand même. Ouais, du coup, les gens peuvent la prendre quand elle est encore vivante. Je veux dire, c'est un peu c'est une connasse parce que elle. C'est ça que tu sous-entends ? Alors ouais et non, mais en fait, il y a eu des statistiques qui ont été faites sur le beauty privilège qui montrent qu'en fait, il y a pas vraiment un vrai beauty privilège parce que en vrai, quand tu es considéré comme beau par la société et que tu es une femme, tu as beaucoup plus de chances de te faire abuser que comme beau, en fait. Et que tu as même des femmes qui sont ultra moches, etc. Et j'avais vu un truc qui parlait justement de ça, où elle disait, mais moi, en fait, c'est trop bien parce qu'en vrai, les mecs me laissent tranquille et que du coup, elle disait limite, mon espérance de vie est plus grande que une meuf qui sera bonasse, quoi. Et voilà. Donc le beauty privilège, en fait, moi, je ne suis pas agressé dans la rue ou ce genre de choses. Quand tu as un moins un physique qui sort des normes standards, tu te fais pas agresser dans la rue ou draguer dans la rue de façon lourde. Oui. Mais bon, cet argument, c'est un peu le même que oui, mais les hommes blancs sont plus dépressifs que les autres
quand on parle du racisme et compagnie. Donc, ça prend avec des pincettes, cette prise avec des pincettes. Il y a vraiment des gens qui disent ça? Oui, bien sûr. Et ça a fait. Ah ouais, c'est un fait, Ah oui, c'est un fait. Les hommes blancs sont plus sujets à la dépression et au suicide. Non, il y a plus de tentatives de suicide des femmes que des hommes, mais les hommes réussissent mieux leur suicide que les femmes. Ah bah, même pour ça, elles sont pas douées. Désolé. C'est peut-être aussi parce que les hommes utilisent des manières plus violentes de se suicider que les femmes. Voilà, c'est surtout ça. Mais... Ouais. C'est pas les cachets ou. Non, les femmes, en fait, elles font des suicides pour pas déranger, quoi. Donc, t'as plus de chances d'échouer que si tu te colles une balle dans la tête, quoi. Ah ouais, ou un mec qui se jette sur le métro ou sur un train, qui en a rien à foutre de faire chier tout le monde. Exactement. Voilà. Évitez de le faire dans le RER. Voilà, exactement. Ça fait chier tout le monde. C'est vrai que quand t'es dans les transports, que c'est blindé et qu'on te dit il y a eu un incident et tu sais, en plus à force, tu sais les termes qu'ils utilisent quand c'est un accident de personne. Ah putain. C'est ça. Bon, après ça peut vouloir dire que quelqu'un s'est évanoui dans la rame et pas sur la rame. T'avais la scène d'intro du film de Sonotion, Suicide Club, qui était impressionnante sur ce sujet. Je suis désolé, on va passer à un total autre sujet. Spade, je voulais te proposer de faire ta reco. Est-ce que tu veux parler de... Parce que il y a un je crois, a priori, que c'est un grand monsieur du comics qui nous a quittés. Oui, je vais déjà faire ma reco avant, parce que j'avais prévu un truc quand même. Je sais que je vous parlais depuis 20 minutes, mais quand même, je suis là aussi. Donc en fait, en bouquin, je vous recommande un bouquin qui s'appelle Les Oiseaux du Temps de Amal El-Mottar et Max Gladstone. Donc formellement, ça devrait te plaire, Sophie, puisque c'est un roman épistolaire. Et donc, en gros, c'est un roman de SF. Donc, une guerre temporelle existe. Deux combattantes sont de chaque côté, l'agent bleu et l'agent rouge. Et au début, elles vont commencer à se laisser des messages pour se narguer l'une l'autre. Puis, en fait, elles vont commencer à se dévoiler un peu, à apprendre à se connaître et à s'aimer, jusqu'à ce que ça ne suffise pas pour leurs différents patrons qui vont décider que donc bleu devra tuer rouge. Et Rouge le fera, mais en fait, elle va aussi essayer de trouver un moyen de sauver la femme qu'elle est à travers le temps. C'est un super roman qui a été écrit donc à 4 mains. Chaque auteur, en fait, écrit un des agents, donc bleu et rouge. Et le truc, en fait, c'est que donc ils avaient construit un plan pour la trame principale du bouquin. En fait, ils étaient totalement libres pour les lettres qu'ils laissaient, que bleu laissait à rouge et inversement. Et en fait, toute la partie où les personnages vont trouver le courrier et découvrir ça, c'est leur réaction à eux qu'ont découvert en fait la lettre et la réponse à chaque fois. C'est vraiment un super roman de SF, un roman d'amour aussi, parce que c'est vraiment une histoire LGBT et c'est vraiment formellement c'est l'un des meilleurs romans épistolaires que j'ai pu lire. Je crois que je l'ai dans ma bibliothèque. Je profite de la transition. J'ai mis un message sur Blue Sky, je sais pas si tu l'as vu, Sophie. J'ai vu qu'on avait perdu. C'est spécifique, parce que je me suis dit, tiens, j'ai vu qu'on avait perdu des abonnés sur YouTube. On a perdu une dizaine d'abonnés. Je me suis dit, tiens, c'est bizarre pile maintenant. Et je suis allé regarder à quel moment ils sont partis. Et ils sont tous partis au moment où on a sorti l'émission Pride. Je crois que j'ai jamais été aussi fier de perdre des abonnés. Sachez que, comme je disais sur Blue Sky, le combat pour la représentation des communautés plus invisibilisées, c'est quelque chose qu'on va continuer à faire de façon active. On va continuer à parler de comics de façon politique parce que le comics c'est politique. C'est politique. Petite pensée à mon ami Caravanserai qui fait l'actu du livre chaque mois, à qui on a laissé un commentaire.
Moi, je voulais qu'on me parle d'actu de livres. Je voulais pas entendre de politique. Bah, quand tu parles d'actu du livre, forcément, tu parles de politique, hein, puisque bah, l'actu du livre, enfin, quand tu vois ce qui se passe entre Bolloré qui récupère les parts de je sais plus qui, enfin bref. Hachette, il me semble, non? Ouais, il arrive, Hachette, mais d'un gros, je sais pas qui, à qui il a racheté. Ouais, il a récupéré les trucs de Hachette. Enfin bon, il a dû abandonner Editis pour récupérer Hachette parce que il pouvait pas, sinon ça aurait fait un monopole. Mais Hachette, il a quelque part un monopole parce que en fait, en termes de distribution, il existe d'autres distributeurs, mais Hachette, je crois qu'il a quasiment le quasi monopole de distribution en librairie. Il y a Macassar en face, hein, puis c'est des solides, hein, Macassar. Et ils sont très très bien. Si vous êtes libraire que vous bossez pas avec Macassar, remettez-vous en question. Ah ouais, moi j'ai entendu que c'était dur avec, enfin, c'est peut-être, enfin bref. Et aussi Rachida Dati qui a accepté d'être ministre de la Culture, mais uniquement si Emmanuel Macron lui donnait la soutenait pour la mairie de Paris. Donc en non, gros, mais déjà Rachida Dati, ministre de la Culture. Oui, voilà. Oui. Effectivement, Rachida Dati, ministre de la Culture, c'est voilà quoi. Mais elle a accepté le poste uniquement parce qu'il allait lui il l'aide pour la mairie de Paris après. Bon, ouais. Ça fait plaisir de voir. Après, je sais pas si c'est une aide particulière parce que je suis pas sûr que les Parisiens soient très apprécient Macron de manière générale quand même. Ouais, on verra bien. Toutes les manifs qu'on finit dans un genre avec des yeux en moins ou des mains en moins, c'était quand même à Paris la plupart. Donc, oui, c'est sûr. Ah bah, vous avez un préfet, je sais plus comment. Ah, c'est toujours le même. Je sais plus comment. L'allemand là. Non, il est parti lui. Il est parti lui. Ouais, oui. Bon, heureusement. Bon, il est pas mieux le remplaçant. Mais... Ouais. C'est un préfet en même temps. Oui, en général, c'est pas. Et pour répondre pas les meilleurs gars du monde. À Cabin. Voilà. Non, je serais pas à Cab quand même parce que j'ai des potes flics qui font vraiment ça par vocation et qui vraiment essayent d'aider les gens au quotidien. Donc on peut pas stigmatiser une profession parce que malheureusement il y a toute une frange de ça et le fils de pute dedans. Hein, sinon tous les podcasteurs on est tous des enculés vu le niveau assez lamentable actuellement. Hein. Et puis n'oublions pas ce que disait Coluche aussi, que dans les flics c'est beaucoup de gens qui n'ont pas forcément le choix monétaire de choisir dans 36 000 professions et que t'en as qui vont faire ça parce que on recherche du monde en fait et voilà quoi. Voilà. Il y a du boulot quoi. Ah, c'est tombé le truc de l'audiovisuel public là où elle voulait. Oui, ça a bidé totalement à l'Assemblée. Ah, c'est bien ça. Oui, parce qu'elle voulait réunir Radio France et France Télé. Bref. C'est fou, c'est dingue. Hein. On vit vraiment dans la pire, ouais. C'est dingue. C'est ce que se disaient les gens en 1933, non? Oui, j'allais répondre à XP qui disait Suicide Club, j'ai peur de le voir, surtout en VF. Déjà en VO, c'est une épreuve de force, mais alors la VF. Si tu vois le moment où Prime a fait des doublages par IA, c'était mieux que la VF faite avec des acteurs. Ah bah il y a Crunchyroll qui fait qui fait pas des doublages, qui fait du sous-titrage de ces nouvelles séries par IA et apparemment c'est incompréhensible. Donc c'est un peu chiant. Ça doit valoir quand tu fais traduire tes pages par Google Trad quoi. C'est juste parce que moi je suis abonné à Crunchyroll, mais bon, voilà. Bah, bref, hein. Si j'ai envie de regarder des nouvelles séries. Suicide Club, c'est un film de Sonotion, donc c'est forcément particulier. Tous ces films sont une expérience. Au-delà du sujet qui est assez terrible sur Suicide Club, et vraiment la scène du début du film qui est quelque chose où vraiment tu t'accroches
à ton fauteuil quand ça se passe. Le reste du film, c'est une sorte de thriller fantastique qui passe pas trop mal, on va dire. Mais cette VF, j'ai pas compris. Oui, ce notion, il a des très mauvais bails. Je sais, oui, c'est comme beaucoup de réalisateurs japonais. Il y en a pas beaucoup qui sont très très sains comme monsieur là-bas. Il y a un manga qui s'appelle Suicide Club aussi de. Merde. C'est pas le mec qui a fait Les Liens du Sang? Aucune idée. Enfin bon. Mais ne lisez pas Les Liens du Sang si vous avez. Enfin, lisez-le, mais allez-y. Si vous avez des problèmes avec votre C'est maman, pour lecteur averti, voilà. Ouais, lecteur très averti. Très, très averti. On voulait parler d'autre chose. Bon, on va peut-être passer vite. Donc, ce que je disais, il y a un grand monsieur du comics qui nous a quittés en début de semaine. C'est Jim Shooter. Et je voulais demander à Spade s'il voulait nous en parler un tout petit peu. Donc, en fait, Jim Shooter nous a quittés à l'âge de 73 ans d'un cancer de l'œsophage. Donc, c'est un grand nom du comics, notamment, en fait, il a commencé sa carrière très très jeune, puisqu'il a vendu ses premières histoires en tant que scénariste à DC à l'âge de 14 ans. C'est quelqu'un, en fait, qui vient d'un milieu pauvre. Son père était ouvrier en sidérurgie. Et pour l'anecdote, justement, en fait, c'est son premier chèque de chez DC à l'époque donc c'était la Légion des super-héros de mémoire. Ça a permis à son père de faire réparer le moteur de leur bagnole et d'éviter qu'il perde son emploi. Il a toujours vu, en fait, le comics comme étant un boulot, et que donc, comme tout boulot, ça mérite sa juste rémunération. Ce qui paraît con à dire sur le papier, mais dans les faits, vous allez voir que ça a beaucoup d'importance pour la carrière de Jim Shooter. Donc Jim Shooter, il a voulu faire des études, puis au final, il a voulu rejoindre Marvel plus tard. Il va devenir en fait éditeur en chef. Il va donc créer quasiment le creator owned chez Marvel, notamment avec ce qu'on appelle la ligne Epic, qui était une ligne mature. En fait, c'était la Marvel qui tentait de concurrencer Heavy Metal. Ouais. Non, Heavy Metal. Non, Vertigo n'existait même pas à l'époque. On parle des années 70. Hein. C'est en fait Epic, c'était un magazine en noir et blanc, comme beaucoup de magazines en noir et blanc se feront à cette époque-là sous la pulsion de Jim Shooter, notamment les Savage Sword of Conan, qui sont devenus cultes par la suite. Et c'est épique, en fait, c'est des titres où chaque auteur pouvait venir avec ses histoires leur appartenaient en propre. Et du coup, ils étaient rémunérés pour leur histoire, dont ils conservaient les droits. Ce qui était novateur, mais comme je le disais, en fait, Shooter, il estimait que le comics, c'est un boulot, tu es là pour faire ton boulot, tu es là pour être payé honnêtement. Donc, Shooter, il va complètement modifier le monde du comics, notamment en décidant en fait de cibler plus les comic shops que les newsstands, les kiosques à journaux. C'est notamment avec le titre Dazzler en 81 qui va être vraiment le premier titre qui sera distribué exclusivement dans le circuit des comic shops. Et il va aussi en fait influencer le médium en apportant les events et les maxi-séries crossover sur Secret Wars, donc qui sera en fait le premier event majeur de DC et Marvel, quoi. Avant Secret Wars, il n'y avait rien, c'était lui qui amenait ça. Enfin, il y avait Contest of Champions, mais c'était vraiment qu'une tentative. Et donc, il va faire plein de trucs, mais à côté de ça, c'est aussi un énorme trou du cul avec un caractère de chien pas possible, ce qui fait que travailler avec lui a été très compliqué pour certains. On l'accuse assez régulièrement d'homophobie pour avoir freiné les représentations LGBT, notamment sur le personnage de North Star de la division Alpha, mais j'ai pas envie de relativiser. Je sais pas si monsieur a des problèmes ou pas avec la communauté gay. Mais personnellement, moi, je suis éditeur chez Marvel et John Byrne veut écrire des gays, je le laisse pas faire. C'est John Byrne et ça serait comme laisser Billard écrire des personnages homosexuels. C'est pas forcément l'idée du siècle, quoi.
Bref, Shooter, à côté de ça, c'est aussi Valiant, c'est lui qui a lancé ça, il a travaillé sur plein d'éditeurs à côté. C'est un très très grand nom de la scène. On parlait un coup des éditeurs comme quoi ils étaient à moitié créateurs des personnages. Et clairement, Shooter, ça a été le cas. Il a eu une influence plus qu'évidente sur le médium et sur les histoires qui ont été racontées sous son époque. Dans ses créations pures et dures, il y a le personnage de Parasite qu'on a pu voir dans le titre Superman Origine secrète qu'on a traité il n'y a pas longtemps. Ouais. Et vraiment, c'était un grand nom. C'est triste qu'il parte comme ça, en maladie. Et encore une fois, je trouve que le médium, à part lui rendre un bel hommage, ne rend pas honneur au travail de ces artistes. Et qu'en fait, que ce soit Marvel et DC, chacun devrait essayer quand même de montrer un peu plus de respect que simplement un pauvre message en fin de bouquin pour annoncer leur mort. Oui, j'ai vu Panini qui partageait la news et qui expliquait dans la news qu'apparemment il avait un caractère spécifique. Ah non, c'est un trou du cul, c'est un véritable trou du cul, Jim Shooter. Mais, même ses potes comme Barry Windsor Smith, avec qui il était très ami, le dit, ils passaient leur temps à s'engueuler ensemble, quoi. Il était excessivement pénible au quotidien. Mais oui, en fait, on lui reproche souvent d'avoir ralenti l'arrivée des personnages gays chez Marvel. Mais on ne sait pas si c'est vraiment, si c'est. Franchement, connaissant Byrne, est-ce que j'ai envie de voir Byrne écrire ouvertement North Star comme étant gay? Je suis pas sûr que ça aurait été une bonne chose pour la communauté gay, connaissant John Byrne. Ça aurait été bien parce qu'il y aurait au moins eu un personnage officiel. Mais si c'était pour qu'il serve de blague ou de comic relief, comme on en a trop eu dans les années 80, ça servait à rien. Ok, merci pour ce petit hommage. On va passer à la review et je me suis rendu compte en lançant l'émission qu'on avait dessiné personne pour la review. Donc, j'ai décidé qu'on allait tirer au sort. Ou sinon, je peux me débrouiller. Hein. Non, je trouve c'est plus rigolo de tirer au sort parce que je peux le faire s'il faut. Et j'ai déjà lancé le petit site avec le tirage au sort. J'espère que vous êtes prêts. Et on verra qui est tiré au sort. Tac, alors plouf. Et j'ai été tiré au sort. Donc c'est moi qui vais m'y coller. Bon, Rocketeer, on vous en a déjà parlé dans une émission il y a pas longtemps. Vous savez, et on en avait déjà parlé avant puisqu'on avait fait une émission consacré au personnage et notamment à la BD de Dave Stevens qui était ressorti chez Delcourt. C'est un personnage créé par Dave Stevens. Allez écouter les autres émissions qu'on a fait dessus. Et là du coup, nous on va vous parler d'une histoire reprise. Donc c'est deux auteurs qui reprennent le travail de Dave Stevens et qui lui rendent hommage. Et c'est Mark Waid qu'apprécie particulièrement notre ami Spades, si je dis pas de bêtises. Tout à fait. À qui on doit une tripotée de trucs. Vas-y, Spades, si tu veux. Son truc le plus connu, Kingdom Come. Ouais. Son run dans les années 90 sur The Flash était vraiment très cool. C'est un méga fan de Superman et il écrit très bien à chaque fois. C'est son run de Daredevil avec Chris Samney, qui est donc le dessinateur de ce Rocketeer aussi, et fait partie de mes runs favoris. De toute façon, le problème avec Daredevil, c'est que quasiment tous les runs font partie de mes runs favoris. Mais c'est un scénariste que j'aime beaucoup, qui sert en fait à écrire ses personnages, qui a une vibe très rétro, mais tout en étant très très contemporain. Et c'est un auteur que je recommande très très facilement. Et du coup, il y a eu un Eisner apparemment pour Rocketeer Cargo of Doom. Si c'est bien celui.
le même. Donc, Cargo of Doom, oui, c'est celui-là. Et ben il a eu un Eisner en 2013 pour ce truc. Bravo à lui parce que c'est tout mérité. Moi, il a un trait, Chris Samney, qui me fait beaucoup penser à, bon, après vous allez me dire que j'ai tort, à du Darwin Cook ou à du Bruce Timm, un truc un peu, un côté pulp un peu, hein, dans le c'est des influences communes surtout. Ouais. Il se fâchera pas si on le compare à Darwin Cook, hein, loin de là. Oui, personne ne se fâchera si on le compare avec Darwin Cook, à moins de vraiment être très con. Moi, je l'ai vu dans quoi, Chris Samney, je crois qu'il a fait du Thor, que j'avais lu, qui était cool, du Mighty Thor, effectivement. Mark Waid était cool. Oui. C'est un auteur que j'apprécie beaucoup. Et moi, c'est vraiment ce genre de style que j'aime bien. J'aime bien le côté un peu pulp, un peu effectivement, quand ça ressemble à Darwin Cook, moi je kiffe parce que effectivement Darwin Cook fait partie de mes dessinateurs favoris. T'aimes bien toi, Sophie? Oui, j'ai bien aimé les dessins. C'est pas, je suis pas non plus ultra fan, mais c'était bien. Ok. Tu découvres, je crois que t'avais juste vu le film, c'est ça? Oui, c'est ça. Donc c'est la première fois que tu te retrouves face à un... Tu t'attendais à un truc comme ça ou c'était plus... tu pensais que... J'avais des souvenirs du film, donc je m'attendais un peu à ça et tu m'avais parlé de nazis. Là, on est plus dans le pulp tel que on se l'imagine. J'ai bien aimé la petite référence à King Kong. C'est vrai qu'il y a un côté très Jurassic Park aussi. Donc ouais, non, j'ai bien aimé. Alors après, je trouvais que le protagoniste l'a partagé entre la brune très plantureuse, très femme fatale, et la blonde mignonne et un peu intelligente, mais qui ose pas, etc. Ça faisait très... Ça fait archi entre Véronica et Betty, hein, voilà. Donc sachant que Sally est beaucoup plus jeune que lui, hein, donc. Oui. C'est un truc aussi où je me suis dit effectivement. Mais normalement, il n'y a pas de. Quand tu connais Rocketeer, tu sais que sa meuf, c'est Betty. Il n'y a pas de. Il n'y a pas de. Enfin. Il n'y a pas d'ambiguïté possible. Il n'y a pas d'ambiguïté. Ouais. Il est avec Betty, il aime Betty, c'est son love interest. Et les engueulades avec Betty sont. J'ai eu l'impression, je sais pas si tu vas être d'accord avec moi, Spades. Moi, j'aurais pas tant de trucs à dire sur le titre parce que ils ont pris tous les ingrédients qui marchent super bien avec Rocketeer. T'as une histoire pulp. T'as Cliff Secord qui fait des conneries et qui s'en mêle les pinceaux avec sa meuf, qui s'engueule avec sa meuf. Donc c'est des trucs qu'on kiffe. Rocketeer qui fait des balais aériens et qui sauve des gens grâce à son réacteur dorsal. On retrouve un peu tous les personnages secondaires qu'on aime bien chez Rocketeer. Vraiment, ils ont réussi à prendre tous les ingrédients qui marchent chez Rocketeer et dans le pulp et en faire une superbe histoire qui se lit super vite. Est-ce que ça va être super marquant? Je ne sais pas. Mais en plus, le petit twist des dinosaures qu'on a révélé dès le début, je suis désolé, mais quand tu le découvres très vite, parce qu'il est en deuxième page, tu vois un ptérodactyle, donc tu te dis bon, il va y avoir des dinosaures un moment ou un autre. Mais moi, j'ai trouvé ça cool. Je me suis même demandé comment il allait s'en sortir parce que au final il y a un moment il se casse la gueule et il y a des gens qui lui disent ouais Rocketeer allez débarrasse-nous des dinosaures et il fait mais moi qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Moi je sais que voler, qu'est-ce que je fasse face à un T-Rex et bon il trouve une solution très très vite.
qui est un peu, bon, c'est un peu du Deus Ex Machina qui est un peu facile. Oui. J'ai trouvé les méchants assez marrants. J'ai une théorie, moi, sur les méchants. Vas-y. Le fameux maître, c'est Dracula-like. Ouais, il y a un petit côté Absolument Dracula. pas. Mais absolument Non pas. Non, du tout. C'est en fait, il faut savoir que dans l'univers de Rocketeer, il y a un non-dit par rapport à la création de la roquette. Donc dans le film, on dit que c'est Howard Hughes qui l'a fait construire, mais dans les comics donc de Dave Stewart, en fait, c'est un scientifique qui reste dans l'ombre. En fait, c'est Doc Savage qui est jamais nommé en fait. Ah oui, c'est vrai. Et l'ennemi, le maître qu'on voit ici, en fait, c'est le Moriarty de Doc Savage, c'est le personnage de John Sunlight, qui est donc à l'image de Doc Savage, un super génie, super athlète, qui est en plus doué d'un regard hypnotique. D'accord, ouais, parce que entre le fait qu'il l'appelle maître, le fait qu'il a un regard hypnotique, le fait que tout se passe dans un bateau, etc. Moi, je me suis dit, ça c'est un Dracula, quoi. Ouais. Et puis même le look qu'il a. Alors, le look qu'il a, par contre, moi, ça m'a fait penser, j'ai commencé à regarder Castlevania Nocturne et t'as un vampire qui a ce même look. Non, c'est Johnson Light. Mais je crois même que le nom est ils ont commencé à le dropper avant de le couper à moitié. Parce qu'en fait, tu as tout un système de non-dits qui est comme ça dans les comics, où justement à la fin des premières aventures de Cliff, ceux qui viennent récupérer ces deux des associés de Doc Savage, sans que leur nom soit cité, mais tout est fait en fait pour que tu les reconnaisses si tu connais la culture pulp. Qu'est-ce que tu en as pensé toi de ce petit en fait, je l'avais lu à l'époque où c'était sorti en 2012. Il y a eu plusieurs petites histoires comme ça de 3-4 épisodes qui étaient sortis, donc de mémoire Cargo of Doom, donc celui-là, Hollywood Horror, et il y en avait une autre que j'ai oublié, Requiem Tiratoire, qui était en fait des petites aventures sans prétention. Ah si, et puis justement de Mark Waid, il y avait aussi un crossover avec The Spirit, autre grande figure du comics pulpy, quoi. Et c'est toujours très sympa à lire parce que ça se prend pas la tête. C'est là pour raconter une histoire pulp. À la rigueur, c'est ce qu'on parlait avant l'émission. Moi, il y a le début qui me dérange un peu fortement maintenant. J'avais pas forcément fait gaffe à l'époque, où il y a un côté très Girl in the Refrigerator, où donc en fait ça commence sur une agression sexuelle qui n'est là que pour valoriser le héros blanc. Je trouve ça. C'était une réalité, hein, malheureusement, ce genre d'agression sexuelle à l'époque, mais je trouve le traitement qu'en fait Wade dommage. Et je suis pas habitué à ça de sa part, donc je suis étonnamment surpris. Après, c'est vrai que ça dure très peu de pages aussi, quoi, donc on pouvait pas trop lui en demander. Le scénario, ça. Hein, je rebondis. Je dis, ce qui est bizarre en plus, c'est que genre elle a subi l'agression de ce mec-là. Et juste après, le premier truc qu'elle fait, c'est qu'elle saute dans les bras de manière très sexualisée, je trouve, de Cliff juste après, quoi. Donc tu fais what the fuck. Mais justement, en fait, tu vois le concept des agressions sexuelles dans l'univers de Rocketeer, c'est plus ou moins courant parce que Betty, donc qui était devenue Jenny dans la version dans la version cinéma et incarnée par Jennifer Connelly. Betty, c'est une référence à Betty Page, qui était donc l'icône à la fois BDSM et de l'époque. Et le truc, c'est que justement, elle est habituée au fait que les mecs en ont après son cul et compagnie, et que justement, elle répond toujours. En fait, elle a du répondant, Betty, et c'est pas le cas du tout de Sally qui est là. C'est oui, elle envoie chier le type, mais sans plus. Tandis que Betty, ouais, tu t'en rappelles comment elle va
elle va vraiment dégager les agresseurs qu'on a après elle. C'est souvent dans celui qu'on avait lu la dernière fois, c'était quoi? C'était le Rocketeer Adventures. C'est ça qu'on avait fait la dernière fois. Ouais. Où il y avait plein d'histoires où justement elle finissait en petite tenue oui. assez régulièrement. Mais le truc, c'est qu'elle trouvait toujours en fait le moyen de s'en sortir par elle-même. Cliff, en fait, c'est plus un boulet qu'autre chose pour Betty. Et c'est pas du tout en fait ce que nous fait ressentir Mark avec Sally. Ouais, dans cette histoire, Betty, elle est pas trop mise en avant. Elle est elle reste quand même au second plan. C'est ce qu'elle dit quand elle arrive. Elle a dit tu m'as posé un lapin et il y a des gens qui m'ont essayé de me draguer et je les ai envoyés chier. Tu vois, il essaie de poser le caractère, mais il n'a pas trop le temps de le développer, quoi. Ouais, mais même sans ça, nous, en tant que connaisseurs de Rocketeer, tu le sais, ça. Tandis que là, on t'amène un nouveau personnage, Sally, on te parle d'une USS qui est vraiment faite que pour valoriser Cliff. Ce qui n'a jamais été le cas avant. Et moi, ça m'a posé problème. Après, dans les nouveaux personnages, il y a donc l'agent fédéral chargé de renouveler le permis de vol de Cliff, le nouveau, le noir, que je trouve vraiment cool. Déjà, il se pointe, tiens, vas-y, cogne, et pas. C'était cash au moins comme décision. Non, il y a plein de très bonnes idées. Le côté pulp, ça prend plein de références. Ça te parle de, comme on disait, ça cite King Kong en demi-texte où on te parle d'un singe géant qui a foutu le bordel à New York, mais à côté de ça, on va te citer clairement Skull Island. Oui, on voit Skull Island, oui, effectivement. Et comme je disais, donc Johnson Light est clair, net et précis pour ceux qui connaissent l'univers de Doc Savage. Non, c'est un titre sympathique. C'est comme souvent avec tout ce qui tourne autour de Rocketeer, c'est pas ce qui va changer votre vie, mais c'est toujours le moyen de passer un bon moment devant, quoi. C'est un bon titre pulp qui fait bien les choses et qui va là où on veut y aller, quoi. C'est un peu, ouais. Vous allez vous faire plaisir, quoi. Je sais pas combien il est. Je vais regarder le prix quand même. Tac. Je crois que j'avais commencé. Ouais. Mais je pense que franchement, ça vaut le coup. Il a 17 €. Vraiment, ça vaut le coup. Vous vous faites plaisir, hein, franchement. Et en plus, je pense que ça peut se relire facilement. Et on l'a pas précisé, mais c'est Jordi Belair aux couleurs. Et comme d'habitude, avec Jordi Belair, je pense que aucun d'entre vous va me contredire. C'est du super taf. C'est l'une des meilleures. C'est une des meilleures en colo. Hein. Elle est trop forte. Hein. C'est simple. Si tu vois elle ou Dave Stewart, tu sais que les couleurs, elles sont top. Ouais, effectivement. Dave Stewart, c'est celui qui fait les colos de Mike Mignola pour les gens qui se demanderaient. Qui fait des millions et des millions de trucs, mais il est trop doué, ce mec. J'allais dire Bill Sienkiewicz, mais non, Sienkiewicz est plus encreur que il fait de la colo aussi. Hein, lui, c'est un touche à tout, hein, Sienkiewicz. C'est comment il s'appelle c'est Mathieu qui était dans l'émission avant nous qui disait que Frank Miller c'est facile de bien dessiner quand t'es colorisé, quand t'es ancré par Bill Sienkiewicz. C'est pas son encreur. Et apparemment il y a des mots, oui, mais l'encreur qui mérite d'être félicité pour Frank Miller, c'est surtout Klaus Janson, quoi. C'est lui qui rattrape quand même 80% du boulot, quoi. Enfin bref, c'est bien de citer les petites mains. C'est des artistes qui sont très forts. Et Jordi Belair, vraiment, elle est très forte. Et même quand elle écrit, ce qu'elle avait écrit sur Buffy, c'était pas trop mauvais pour du comics Buffy. Moi, j'avais trouvé ça sympa. Donc vraiment, c'est une artiste aux multiples talents. Je vois pas trop quoi rajouter en plus pour vraiment être sincère. La série est cool, vraiment c'est cool, ça fait du bien. On passe un bon moment. Je sais pas,
Est-ce que Sophie, ça t'a donné envie de lire plus de Rocketeer ou... Oui, effectivement. Alors, je suis un peu déçue maintenant qu'on me dit que le maître est plus Tim Moriarty que, que Dracula. Elle voulait du vampire quelque part. Je voulais du vampire pulp. En plus, du vampire amérindien, ça me vendait du rêve. Il avait un look un peu amérindien. Bah, même le nom, hein, John Sunlight. Oui. C'est jamais dit qu'il est amérindien, mais il y a des fortes chances. Faut que tu lises American Vampire, du coup, si tu veux des vampires américains. Oui, bah, j'aime bien beaucoup American Vampire. J'aime beaucoup aussi ce que ça dit du colonialisme et tout, ce comics. Littéralement, les vampires sont le colonialisme. Et donc ouais, pour revenir à Rocketeer, je trouvais que le titre était sympa. Il y a vraiment un côté pulp. Après, comme tu dis, c'est un peu tout ce que tu attends du pulp et du coup, c'est peut-être un peu trop attendu. C'est peut-être un peu ça qui fait que il m'a pas marqué plus que ça. Et je pense qu'il m'a marqué un peu plus que ça. Par contre, comme Spade, j'étais un peu gênée par effectivement l'agression. Le début, ouais. Le début, pas tant que... Ouais, vraiment que moi, ce qui m'a plus gênée, c'est effectivement, elle se fait agresser et 5 secondes après, elle saute dans les bras du héros. Et vraiment, tu sens que j'ai oublié mon agression parce que j'étais sauvée par le chevalier en blanc, quoi. Bah non, en fait. Et limite, c'est plus lui qui s'inquiète après du fait qu'elle était agressée que elle-même, tu vois. Et tu fais, ok, c'est pas ça dans la vraie vie. Mais voilà. Sinon, nous, je trouve... Et même si on connaît pas Rocketeer, on n'est pas trop perdu. Voilà. Ouais, effectivement. Ouais. Mais après, ce qui manque réellement à l'univers de Rocketeer, c'est une série régulière. Ouais. C'est d'avoir que des petites séries comme ça de temps en temps, ça te permet pas de développer vraiment l'univers comme il faut. La mort de Dave Stevens. Non, mais même lui, il voulait pas développer plus que ça, quoi. Lui, il voulait rester sur cette ambiance-là. C'est pour ça vraiment que ça n'a jamais été surdéveloppé par derrière, quoi. Ce qui m'étonne, c'est qu'ils aient jamais fait une série façon peut-être pas Riverdale, mais une série sur Rocketeer, parce que vraiment. À un moment, ils voulaient faire une série. Ils voulaient faire une série animée où c'était une fille qui récupérait le jetpack. Mais c'est le projet CEO. tombé à l'eau. Ouais. Le CEO de Disney qui a annulé. Ouais. Comme beaucoup de séries d'animation chez Disney. Moi, comme beaucoup de séries tout court en ce moment sur les plateformes, hein, franchement, des séries qui dépassent 2 saisons, ça devient de plus en plus rare, quoi. Puis quand tu vois qu'ils arrivent à louper, bon, j'ai pas envie de digresser, mais on a essayé de regarder Spider-Man Friendly Neighborhood. C'est dur à mater, hein. Vraiment. Je comprends pas comment tu peux louper une série Spider-Man, surtout en animation. Je crois que toutes les séries que j'ai vues, elles étaient toutes au moins un tout petit peu divertissantes et cool à mater. Même les toutes dernières. Je pense à celle où il y avait non, c'est pas Deadpool, celle où il est avec Nova et tout. Merde, j'ai oublié le nom. Si spectaculaire enfin bref. Bon. Je suis de l'avis que c'est compliqué de louper une série Spider-Man, et là ils ont totalement réussi à louper une série Spider-Man. Et à côté de ça, je peux pas t'aider sur le sujet, hein, parce que moi la dernière série Spider-Man que j'ai vue, c'est celle des années 60. Donc... Ah ouais, t'as même pas tenté celle des années 80 Non, moi. Avec le super générique 3D. Non, moi, honnêtement, Spider-Man, ça s'arrête en animation, ça s'arrêtait avec animation. Est-ce qu'on peut vraiment appeler ça de l'animation à l'époque? Parce qu'il y avait quand même une frappe toutes les 3 secondes, hein, quand même. Elle était bien, moi. Moi, c'est mon enfance, donc je sais pas si je la remettrais maintenant. Ça me. Ah, mais c'est là où il y a le Punisher. Moi, ça marquait vraiment le moment où on voit le Punisher qui tire des lasers en disant oui, j'utilise des armes non létales, j'utilise des armes non létales. Il le répète au moins 15 fois dans l'épisode. Enfin bref. Avec Faye, on a regardé un épisode de Ironheart. Mais pourquoi, quoi? Pourquoi balancer du fric là-dedans? Enfin,
déjà, on s'en foutait du personnage dans. Moi, j'ai bien aimé Wakanda 2 malgré beaucoup de défauts. Je crois que je suis le seul à l'avoir vu. Tu l'as vu, Sophie? Non. Tu l'as même pas vu? En fait, c'est ça, elle fait pièce rapportée et elle apporte rien au récit. Et là, la série, elle est inutile, elle est nulle au possible, quoi. Ouais. Et ils ont réussi à prendre un mec de Hamilton et le faire mal jouer et faire The Hood. Ouais, bref. C'était pas le sujet du tout. Je suis désolé. Je crois qu'on a fait un peu le tour autour de. Lisez-le, vraiment, c'est super bien. Delcourt fait du super taf sur Rocketeer. Moi, je trouve ça cool qu'ils remettent parce qu'il est pas vraiment. Il y a pas vraiment d'actu et pourtant ils ressortent des trucs et c'est cool de ressortir des trucs comme ça. Ils capitalisent sur leur catalogue, hein, parce que c'était déjà eux qui avaient sorti il y a 15 ans en arrière, quoi. Donc. Ouais. Bon, ils ont raison de capitaliser sur leur catalogue. C'est cool. Moi, je les aime bien chez Delcourt, hein, même s'ils ont été rachetés par Hachette. Merde. Bon, c'est pas grave. Hein. Bolloré fait spécialement de la merde. En ce moment, apparemment, il avait envoyé un mail à ses abonnés Canal+, en disant que, en gros, quand ils rebootaient leur box, je sais pas quoi, il fallait qu'ils laissent allumer CNews pendant 4 heures. C'est le bullshit complet, le truc pour pousser les gens l'audimat sur CNews, quoi. C'est vraiment. Parce qu'il paraît, il y avait une. Moi, je l'ai On pas est bien vu. d'accord que tu vois ce qui reste au fond de tes chiottes quand tu les nettoies pas assez bien. On n'est pas loin de ça. Moi, j'ai regardé. Je suis désolé, on est en train de digresser, mais vous avez l'habitude. Vous allez hurler, vous allez vraiment hurler. J'ai vu le vu de celui de la fête de la musique. Et Pascal Praud a osé dire, vraiment, qu'il y a eu plus de blessés en France pendant la fête de la musique qu'il y en a eu à Israël sur la bande de Gaza. Non. Si. Après, des Israéliens, oui, il a raison. Il n'y a pas d'Israéliens qui a été blessé depuis, depuis des milliards d'années. Non, on est bien d'accord. Mais vraiment, c'est fou, hein, c'est fou. Et à ce qui paraît, il y avait une super série. J'ai vu, c'est Bochegi qui en parlait. Je sais pas si vous avez vu cet épisode. Je sais plus si c'est sur l'humain ou sur qui parlait du début de enfin pas le début de la police, mais c'est les années 1900, je crois. Ah oui, police 1900 quelque chose. Ouais, qui était très à gauche apparemment. Enfin, parce que ça parle quand même de la montée du fascisme et de la création de groupuscules d'extrême droite. Le début de la série en tout cas. Et la série a commencé avant le rachat de Bolloré de Canal+. Et quand ils ont voulu faire la saison 2, on leur a dit « Ah ben non, ça vous pouvez pas. Ça, vous avez pas le droit de parler de ce genre de trucs. » Donc, il y a carrément, quand ils ont racheté Hachette, je crois que Guillaume Meurice s'est fait remercier. Ouais. Alors qu'en plus, c'était un bouquin. Il avait, en fait, en gros, je crois qu'il a même pas écrit 40% du bouquin. Enfin, il est co-auteur, quoi, dessus. Et genre, tout le travail s'est fait virer, alors que c'est une commande à la base. Mais bon, voilà. Et c'est étonnant. C'est fou. Sachant que dans le groupe Hachette, ils avaient racheté déjà avant des structures, des petites maisons d'édition. Et il y en a certaines, je le sais parce qu'on a travaillé avec eux, qui sont très, très à gauche, justement. Ils ne publient que des essais de journalistes, etc. Et je voudrais dire, mais je ne sais même pas s'ils vont survivre, en fait, dans le groupe Hachette Bolloré. Parce que clairement, les gens qui... Enfin,
les petites maisons d'édition, elles ont leur public, leur communauté qui aiment ce qu'ils font et qui rachètent un peu la même chose tout le temps. Et qui s'attendent à ce type de contenu, quoi, cette ligne édito. Et si tu lui retires ça, il n'y a plus rien. Le truc s'écroule, quoi. Mais bon. En plus, ils étaient plutôt de. C'est eux qui avaient publié en France, on en parlé la dernière fois, le truc sur la mafia. Le truc sur la mafia. C'est la mafia japonaise. Tokyo Vice. Ah oui, c'est ouais, c'est eux qui l'ont publié. Cette maison d'édition, c'est eux qui l'ont publié en France. Ah, trop bien. Et en fait, par spécialité, c'est de publier que des bouquins de journalistes, quoi. Tu l'as lu, la suite? Non. Et bah, je n'ai pas encore lu Tokyo Vice. T'as pas lu? En fait, parce qu'au début, il est juste reporter, puis après, il devient, excusez-moi, il devient détective privé. Et apparemment, c'est bien. Moi, je l'ai pas lu, mais je sais que Noémie de chez Historique l'a lu. Et elle en parlait en bien. Mais du coup, on parlait du monde du livre. Encore une fois, moi, je vous recommande, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne de Caravansérail, allez vous abonner à l'Instagram de Caravansérail. Tous les mois, il fait l'actu du livre et vraiment, il y a des trucs super intéressants. Moi, j'apprends plein de trucs. Bon, c'est pas forcément très joyeux. Mais vous avez une petite vidéo de moins d'une minute pour savoir un peu tout ce qui se passait dans le monde du livre, avec des petits dessins de Caravansérail et c'est cool, voilà. En plus de la superbe vidéo qu'il a fait, je sais pas si tu l'as vu, Spade. Il a fait une super vidéo sur la loi Langue qui est vraiment intéressante. Je pense que ça pourrait t'intéresser. Sur la quoi? Sur la loi Langue. Ah oui. Sur du coup le monopole, le fait que le livre soit au prix unique. Moi, je vous conseille vraiment sa chaîne YouTube. Je vais vous mettre le lien. C'est vraiment passionnant ce qu'il fait. C'est super documenté et il s'amuse à animer des hommes politiques des années 80. C'est très drôle. Il a dû se faire chier à faire ça. Ah oui, effectivement, il y a quelqu'un qui lui a dit, je sais pas si je l'ai dit pendant l'émission, mais il y a quelqu'un qui lui a fait un commentaire en disant ah oui, moi je veux pas je te suis pour l'actu du livre, pas pour de l'actu politique. Et il en a parlé dans son dernier actu du livre, en disant que tu parles de l'actu du livre, donc forcément tu parles de politique, hein, parce que tout est politique, malheureusement. On ne fera que même le comics. Et oui, le comics, c'est politique. Voilà. Je crois que on va terminer cette émission sur ça. C'est la dernière émission régulière où on parle d'un truc random. On parle d'une sortie de l'émission de cette saison 9. On arrive à 37 épisodes. Ça en fait des conneries qu'on a dit. Comme je vous l'ai dit je crois que j'en avais déjà parlé la semaine dernière. La semaine prochaine, je crois que ce sera mercredi qu'on a calé comme jour. On va faire une émission spéciale autour de Superman, puisqu'il y a la sortie du film Superman de James Gunn. Mais nous, on va pas parler du film de James Gunn. On va essayer de pas trop parler de cinéma et on va essayer de s'intéresser plutôt aux comics. Et on a demandé à des gens autour de nous qui sont chroniqueurs de l'émission, qui n'ont pas lu beaucoup de Superman. On leur a, avec Spades, on a sélectionné plusieurs titres. On leur a dit, lisez ces titres-là. Elles, puisque c'est que des filles finalement. Non, ils se l'associent. Donc ils et elles vont nous donner leurs a priori qu'ils ont par rapport à Superman et ils vont nous dire qu'est-ce qu'ils en pensent après avoir lu ces plusieurs titres qu'on ne vous mentionnera pas maintenant, on vous les dira plus tard. Peut-être que Spades, quoique
franchement, le comics fair sur Superman, il est tellement complet. Il est tellement bien. Moi, il m'a retourné le cerveau, ce comics fair. Donc, on peut encore que vous pousser à aller l'écouter parce qu'il est encore en ligne et que ils sont pas prévus de bouger en ligne. Hein. De toute manière, ils sont tous chargés sur archive.org pour être retrouvables par la suite. Eh ben, c'est trop bien. Et c'est un de tes. Bon, je sais pas si c'est ton meilleur épisode, mais moi vraiment cet épisode il m'a retourné le cœur et il m'a. Enfin, tu comprends ce que voulaient faire Siegel et Shuster avec ce personnage. Ce n'est pas du tout ce que Snyder a retenu du personnage, malheureusement. C'est aussi ce qu'on a retenu Snyder, malheureusement, c'est ce qu'en ont retenu beaucoup de gens, même avant le film en lui-même. Hein. Donc, il est juste le symptôme d'une époque. Non seulement il a rien compris à Superman, mais en plus je crois qu'il a rien compris à Jésus parce que il le rend christique, mais tu fais mais le Christ c'est pas du style je te fous une baffe normalement, je prends la deuxième baffe normalement, c'est ça, hein, mais moi mais je crois qu'il y a plein de gens qui n'ont pas compris. Comme beaucoup d'Américains. Oui. C'est marrant, c'est. Ah non, tu vois le panneau I love Jésus et puis le mec après il a une arme à feu dans la main. Tu fais non, t'as pas compris, mec. non, mais il n'y a pas que les Américains malheureusement hein, pour l'anecdote du Comics Fair spécial Superman. C'est venu en fait une blague entre Gray et moi parce que un influenceur plus ou moins renommé du milieu, on va dire BD en France, a fait une vidéo. Ah, mais alors Superman, en dehors de Red Son, il y a absolument rien de bien à lire. Puis en fait, on en a rigolé. Puis j'ai commencé à sortir une série de titres à Gray. Gray m'a dit, tu sais quoi, au lieu de me le dire là maintenant, on va préparer une émission, quoi. Et c'est. Comment tu peux citer le pire en fait, à l'époque, et puis encore maintenant, Red Son a un très très bon écho auprès des lecteurs. Quoi. Mais il est dans toutes les listes. Hein. Oui, mais comme le Batman White Knight de Murphy, je suis d'accord, Murphy, c'est un dieu en dessin. Oui, c'est un beau dessin. Le scénario est nul, quoi. Et c'est considéré comme une masterclass de Batman. Je suis désolé, hein, je suis pas le plus grand fan de Batman, loin de là. Mais alors, il y a des trucs tellement mieux que ça à lire, putain. Je pense que White Knight, c'est vraiment le truc du concept, quoi. Et c'est pour ça que ça tient que sur un album, quoi. Dès qu'il essaie de faire une suite à ça, ça tient plus. Oui, même le premier album est pas bon. Même le premier album, en fait, tu te rends compte très vite que pour faire croire que son Joker et que son Batman sont intelligents, il a fait une ville de débiles profonds. C'est le niveau 0 de l'écriture. Et après, c'est pas de la faute de Murphy. Murphy est un illustrateur. Il n'est pas spécialement un auteur. Il a eu un coup de génie. Punk Rock Jesus, c'était pas mal, hein. Oui, il a eu un coup de génie avec Punk Rock Jesus et puis point barre. Ça a été un coup de bol, quoi, en fait. Et White Knight, c'était abscon au possible. C'était rigolo à lire. Mais ça mérite pas la presse qu'il a encore. Après, moi, j'aime bien l'atmosphère en termes. Quand on revient au dessin, mais l'atmosphère du truc. Après, pour moi, c'est conceptuel, quoi. C'est-à-dire, tiens, le concept et tout. Mais ça t'appelle plus à réfléchir par toi-même au truc qu'il t'a proposé que. C'est pas le scénario qui explore vraiment le truc, quoi, le concept, quoi. Non, mais quand il y a des gens qui disent. Enfin, tu leur dis, oui, non, mais Red Son, c'est de la merde. Et que leur seul argument, c'est. Mais il y a Batman avec une chapka. Oui, ok, d'accord. Mais même ça, c'est nul. Donc, bref. Ouais. Et encore une fois, rappelons que Millard est un connard de droit tardé. Donc, ne lui donnez pas de thunes. Là, il y a la suite de Nemesis qui vient de sortir.
ne lui donnez pas d'argent. Ou achetez en occasion. Si vous avez envie de lire du Millard, achetez en occasion. Ne lui donnez pas d'argent. Bon, après, hein, je vais le défendre un peu. Ok, il est de droite, mais il a violé personne. Donc, on va peut-être réduire un peu la dose. Hein, qu'on s'en prenne à Gaiman, qui est de gauche. Je trouve ça plus mérité que de s'en prendre à lui, qui est de droite. Hein. C'est vrai. J'ai vu un documentaire sur. D'ailleurs, en parlant de ce salopard de Gaiman, la saison 2, la nouvelle saison de Sandman arrive bientôt. Téléchargez-la, n'allez pas la regarder sur Netflix. Ne donnez plus un centime à ce sac à merde. Ah oui, tu veux dire, même s'ils l'ont viré du truc, il est encore. Il est tout le temps. Il est producteur. Et puis même producteur. Après, le problème, c'est qu'il est créateur du personnage. Techniquement, il a déjà touché de l'argent, puisque sur Netflix, le système de rémunération n'est pas au droit d'auteur, mais il donne de l'argent au tout début. Oui, mais donnez aucun succès. Ne lui donnez aucun succès. Oui, il n'y aura pas de saison 3 si tout le monde, si vous regardez. Après, il suffit de ne pas le regarder la première semaine sur Netflix pour info. C'est les chiffres se font. Non, regardez-le absolument pas. Téléchargez-le. Voilà. Téléchargez-le. Mais du coup, ça veut dire aussi que si vous voulez soutenir un artiste qui est sur Netflix, il faut regarder la première semaine. C'est là-dessus qu'ils font leurs chiffres, apparemment. D'accord. Enfin, qui voient si ça vaut le coup de continuer, ce qui explique qu'il y a des pépites qui n'ont pas le temps d'avoir du bouche-oreille, parce que ils se basent sur ce truc idiot de une semaine, alors que non, ça veut rien dire, quoi. Mais bon. Oui, mais ça, on le sait depuis un moment, XP. Moi, ça fait un moment que j'alerte là-dessus, qu'elle finance des associations et des centres de conversion contre les trans. Et qu'elle fait même des lois. Parce qu'il y en a qui se disent « Oh, c'est des associations, en quoi ça a une impulsion ?» Elle a carrément participé à faire voter une loi en Non, et elle a financé des centres de conversion. Les centres de conversion, c'est des centres de torture. Donc, on parle de J.K. Rowling, hein, pour ceux de... Ouais, arrêtez de... Moi, je suis très fier de dire qu'il y a plusieurs semaines, Easter Egg a annoncé qu'ils arrêtaient en story, qu'ils arrêtaient de revendre tout ce qui avait en rapport avec Harry Potter et avec J.K. Rowling. C'est la meilleure chose. C'est la meilleure chose à faire. À mon avis, ça si vous voulez regarder, si vous voulez lire quelque chose avec des sorciers ou plutôt juste des sorcières, il y a The Worst Witch et il y a plein d'autres œuvres en fait anglaises. Vraiment, Harry Potter, c'est vraiment juste le truc qui a le mieux marché dans son domaine, mais il y en a plein d'autres dans le même genre. Franchement, elle a pas inventé grand chose, quoi, on va dire. Et puis Pullman, c'est tellement mieux. Non, les Royaumes si du vous Nord, voulez, si vous voulez aller lire du Harry Potter, il y a les bouquins de Anthony Horowitz que J.K. Rowling a complètement plagié pour créer son univers. Anthony Horowitz, c'est presque 50 ans de carrière dans la littérature jeunesse. C'est un mec qui n'a pas un seul squelette dans le placard pour l'instant. Je touche du bois pour que ça continue. Autant aller lire lui. En plus, il écrit très bien. Il a fait une grande partie. C'était L'île du crâne, son roman. Et en fait, c'est vraiment... tu as toutes les bases de ce que sera Harry Potter écrite 5 ans avant. The Worst Witch aussi, moi j'avais regardé la série sur Netflix et tu fais ça ressemble vachement à Harry Potter, et puis après tu vois que ça a été écrit avant Harry Potter et tu fais dis donc, ce serait pas un peu du plagiat quand même? Il y a ça me fait penser, il y a toute une série de vidéos sur la chaîne de Lizzie Brim qu'on a eu en début de saison. C'est grâce à elle que j'ai découvert, qui est très bien. Et moi, Lizzie Brim est la seule raison pour laquelle je reste sur Twitter. C'est cette semaine, je crois. Et elle a partagé un truc Wiktionnaire où c'était marqué. Oh putain, merde, j'ai plus la blague en tête. Et ça va tomber à plat parce que j'ai plus le truc en tête. Je vais le retrouver. 30 secondes, voilà. Oui. Non, c'est un truc à la prof qui faisait la bio d'un personnage historique qui s'appelle Franklin D. Roosevelt, et son tweet c'est « Pire perso de One Piece, je n'accepte aucun débat ».
Si vous avez la ref, vous comprenez que cette fille est trop drôle. Elle est vraiment trop drôle. Elle est trop forte. Il faudrait qu'on la réinvite. Elle est vraiment trop cool. Si vous n'avez pas vu en son. plus, ce sera l'occasion de parler de sorcellerie. Ouais. Son vlog qu'elle a fait au Japon, où je crois qu'il y a 40 minutes où c'est juste elle qui. Ah tiens, je regarde des trains. Ça m'a fait trop rire. En plus, je crois que c'est un truc de dingo, les trains là-bas. Ouais. Genre, déjà, ils arrivent à l'heure. Nous, Français, on va pas capter si on va là-bas. Ils font même des Power Rangers en train. Parce que moi, une fois à un moment donné, j'avais pris un train d'une autre marque, maintenant qu'ils ont ouvert la concurrence à une autre marque que la France. Et j'étais surprise parce que le train est parti à l'heure. Du coup, je l'ai raté. Parce que moi, je m'attendais à qu'il soit en retard. Ça m'a coûté de l'argent en plus. Putain de conneries. Bon, on va arrêter de digresser. On va pas faire comme la semaine dernière. Ouais. J'ai pas eu de retour sur l'épisode de la semaine dernière où je crois qu'on a parlé 10 minutes du comics et l'émission fait 1h20. Donc je sais pas, j'étais pas là, c'était pas moi. Ouais, il y avait que Sophie et moi. Et en fait, Sophie, comme elle m'arrête pas sur les digressions. Bah, tu vois, ça part dans tous les sens. Et moi, c'est mes émissions. C'est ce que j'ai mis parce que j'ai quand même prévenu les gens dans l'article en disant que bah moi, c'est mes émissions préférées à enregistrer. Donc je les laisse telles quelles parce que j'adore ce genre d'émission où on part dans tous les sens et qu'on discute. Un jour, on va la faire, cette émission de juste discussion où on se prévoit même pas de sujet et on lance un sujet pour partir et on voit où on arrive. Oui, mais on sait très bien qu'on ne commencera jamais à aborder le sujet en question. On choisit les pirates et on parle jamais de pirates et on ferait. Mais ce serait un concept en vrai. Le titre et on finit à parler de physique que tu n'abordes jamais. Oui, j'ai vu ton commentaire. Merci XP. J'ai pas eu le temps de. J'ai pas eu le temps de le liker, mais merci beaucoup, ça fait très plaisir. Je suis désolé, j'ai eu une semaine très très chargée parce que Faye était très malade et du coup j'ai dû m'occuper d'elle. On espère que ça ira mieux et que la semaine prochaine elle sera en forme pour venir parler de Superman avec nous. Sur ce, comme je vous l'avais annoncé la semaine d'après celle sur Superman, on commence un épisode un peu summer party. On va vous parler de manga. On a sélectionné des petits. Il y aura des épisodes thématiques et après on a sélectionné des mangas qui nous donnaient envie. Bon, apparemment j'ai pas sélectionné les bons, mais on va voir comment on va s'y faire petit à petit, histoire de relancer un peu l'émission manga et que les gens se souviennent qu'on parle de manga aussi sur ce flux RSS, parce que Manga Icon existe et que on va continuer à la faire. Merci de nous avoir écoutés. Merci Spades. Merci à toi pour l'invitation. Merci Sophie, c'était un vrai plaisir. Bah de rien. Et sur ce, on prend nos jetpacks et on va s'envoler vers d'autres cieux. Oui. Ah oui, et ton bouquin, il y a toujours ton bouquin. Oui, bah oui. Alors, comme il va faire chaud cet été et qu'on a déjà eu notre premier épisode caniculaire, si vous voulez vous rafraîchir, je vous recommande de lire. Pardon, je viens de shooter mon micro. Je vous recommande de lire Terreur nordique. Ça parle de dieu nordique du coup, de Loki qui est enceinte d'un enfant monstrueux et qui essaye de se faire avorter dans une clinique et qui tombe américaine et qui tombe sur une pro-life, par exemple. C'est une des nouvelles du texte. Il y a du moderne, il y a du ancien, il y a une nouvelle sur l'aigle de sang, voilà. Si vous lisez de manière physique, ça ne donne pas chaud, n'est-ce pas, les bouquins physiques, et puisque ça ne chauffe pas contrairement aux écrans. Et en plus de ça, la couverture, elle est holographique, elle est très très belle. Il y a un jaspage magnifique. C'est vrai. Il y a une illustration par nouvelle. Pour l'avoir eu en main, mais j'ai pas vu les illustrations parce qu'il était sous plastique, et que on n'a pas voulu que j'ouvre le plastique. Mais la couverture est magnifique et la pagination est super belle. Et il y a un article en plus avec chaque illustration derrière chaque nouvelle qui explique le mythe abordé. Donc même si vous n'y connaissez rien en mythologie nordique, eh bien à la fin vous
connaîtrez plein de trucs et pourrez vous la péter. Par contre, je vous préviens, on n'est pas hyper tendre avec l'Église qui a fait un peu du tort au mythe nordique et du coup, il y a une petite rectification ou deux dans les articles. Voilà. D'accord, ok. Moi, j'en ai parlé la semaine dernière, mais bon, j'en reparle. Et le fait que j'en parle fait que je ne le ferai pas. Mais mon objectif de cet été, c'est de reprendre une partie de mes strips. Agnieszka, ma prof de dessin, a lancé les cours du soir. Donc, je vais aller prendre des cours du soir avec elle. Et normalement, si tout se passe bien, à la fin de cet été, je vais essayer de proposer un petit fanzine avec des trucs en plus. Je pense que ce sera pas des trucs. Il y aura des trucs que j'ai publiés dans le lot, mais ce sera redessiné, réécrit et avec une nouvelle facette. Donc peut-être que je vous proposerai à prix libre a priori, parce que je vais tout faire moi-même de A à Z. Je vais même essayer de coudre moi-même, mais t'as déjà essayé, Spades, de faire toi-même je sais pas si c'est dans tes compétences. De quoi? De tisser un fanzine toi-même à la main. Quand j'étais adolescent. D'accord. Et ben je vais essayer de faire ça. Est-ce que c'est chiant à faire? Je sais pas, moi, tu sais, je viens d'une famille de couturières, donc j'avais un peu tout le matos à la maison, donc. D'accord. Ok. Et ben moi, je vais essayer de faire ça à la main. On verra bien. On m'a dit que avec 20 pages, c'était pas trop relou. Non, ça va, ça c'est pas compliqué. Seul problème, en fait, c'est que les pages, au fur et à mesure que tu vas les agrafer, t'en as toujours une, tu sais pas pourquoi elle va décider de pas se mettre au même niveau que les autres, cette pute. Elle va t'énerver. Forcément. Et je vais me mettre au découpage puisque je vais essayer de me détacher du format carré que je m'étais un peu imposé à cause d'Instagram. Et je vais essayer de faire du vrai découpage. Ça me fait un peu peur, mais en même temps, faut bien se lancer un moment ou un autre. Donc voilà. Et tout ça pour vous parler. A priori, le thème principal, ce sera moi et mon anxiété. Voilà. Ça donne pas trop envie, mais c'est ce que j'avais envie de parler. Voilà. Sur ce, on vous fait des bisous. Merci de nous avoir écoutés. Soyez nombreux, j'espère. Vraiment, l'émission de la semaine prochaine, elle me tient beaucoup à cœur parce que je sais que Spades a une science sur Superman et que grâce à lui, j'ai pu redécouvrir ce personnage pour laquelle j'avais pas une affinité très particulière. Et qui au final plus j'en lis, plus je trouve que ce personnage on a besoin. Il est nécessaire et pas celui de Man of Steel, pas celui de Batman vs Superman. Un personnage plus lumineux et qui nous apporte de l'espoir parce qu'on a besoin d'espoir dans ce monde si catastrophique. Bref. Voilà. Dans ce monde anxiogène. Voilà, exactement. Un peu d'espoir, ça fait toujours plaisir. Merci beaucoup. On vous fait des bisous. On se dit à la semaine prochaine. Et bye bye. Tchuss.